La semaine prochaine, c'est le grand départ de la 83e édition de Paris-Nice. La victoire est-elle déjà promise à Vingegaard? Quels sont les Français qu'on peut attendre à l'avant? Je vais essayer de porter une analyse sur cette épreuve dans cette vidéo. Mais avant de parler de tout ça, on va accorder un premier temps sur le parcours de cette édition. Un parcours varié, difficile, et qui suggère une course assez ouverte. Globalement, on a deux premières étapes assez plates. La première est l'arrivée au Play en Yvelines, malgré une petite ascension à 10 bornes de l'arrivée, et la seconde sans difficulté apparente. Il faudra alors attendre la troisième étape pour les premiers écarts sur un chrono. Encore une fois, 28 km de contre-la-montre par équipe plutôt plat, même si on aura un petit mur de 400 mètres à 9% se trouvant à 4 km de l'arrivée, qui pourra déjà déterminer le vainqueur du jour. On entre dans les choses sérieuses à partir de l'étape 4, l'arrivée à la Loge des Gardes, une montée assez roulante de presque 8 km, ça m'étonnerait qu'il y ait des gros écarts entre favoris, et c'est peut-être la première victoire pour les échappés, mais si les trains de leaders s'activent, on risque d'arriver au sprint entre ces favoris. Passons maintenant à l'étape 5, qui est selon moi le plus gros chantier de ce Paris-Nice, et peut-être l'étape la plus folle de la semaine, 200 km et une grosse bataille annoncée entre les favoris et les échappés. Seul un coureur dans un grand jour pourra s'imposer, car dans les 50 derniers kilomètres, on retrouve un enchaînement de murs courts avec de très forts pourcentages. Un leader qui aura des bonnes jambes aura toutes les raisons de se découvrir et de faire exploser le peloton. L'étape se termine au sommet de la côte Saint-André, un mur de 2 km à 10% qui pourra mettre en difficulté les leaders avec le moins de giclettes, en risquant de perdre pas mal de temps. Le lendemain, on enchaînera avec une étape très longue de 210 km, relativement plate, malgré quelques sommets catégorisés mais qui ne devraient pas empêcher les sprinteurs de se révéler une dernière fois avant le bouquet final. Ce dernier bouquet final, il est composé d'étapes plus courtes, la première, 3700 mètres de dénivelé positif sur presque 150 km. Une étape qui a l'air courte et intense, et même si les deux principaux cols de la Colmiane et d'Oron ne comportent pas les pourcentages les plus effrayants, le profil de l'étape ne propose jamais de répit, avec un faux plat montant constant qui va récompenser les coureurs qui auront su garder leur énergie. Enfin, la dernière étape est la fameuse arrivée à Nice, 121 km de montagne russe où on aura une attention particulière donnée au col d'Aise et au col des 4 chemins, étape qui récompense la plupart du temps un des favoris après 8 jours de course intense, avec rarement de gros changements au classement général. Maintenant qu'on a vu et analysé le parcours, passons au moment qui vous intéresse le plus, le cas de Jonas Vingegaard, énorme favori de cette édition 2025. Alors avant de parler de cette année spécifiquement, il faut repérer le lien entre Vingegaard et Paris-Nice, un lien presque inexistant. Il n'a participé qu'à une seule édition de sa carrière, en 2023, qui ne l'a pas vraiment souri puisqu'il termine seulement 3ème, loin derrière Tadej Pogačar, et même un cran en dessous de David Gaudu, qui avait su surprendre le Danois à plusieurs reprises. Heureusement pour lui, le scénario ne s'était pas répété sur le Tour de France, puisqu'il avait remporté le maillot jaune sur les Champs-Élysées, loin à son tour, devant son concurrent slovène emblématique. L'an dernier, même s'il a subi une lourde blessure, vous le savez, Vingegaard n'était pas au niveau de Tadej Pogačar, et ça se résume bien en regardant le classement UCI des coureurs. Jonas Vingegaard a besoin de se rassurer en ce début de saison, en prenant des points et des victoires, et sans ses concurrents directs en l'absence aussi de Roglic et d'Evenepoel, il a toute la pression sur ses épaules, puisqu'un Paris-Nice réussi passera obligatoirement pour lui par un Paris-Nice remporté. Mais ce ne sera pas si simple, et passons au troisième point de cette vidéo, les autres favoris. Le deuxième grand favori de l'épreuve, qui remet son titre en jeu, devient équipier de Vingegaard, ou peut-être co-leader, en fonction du scénario de course, Matteo Jorgensen, en constante progression ces dernières années. Vainqueur l'an dernier, en l'absence de son leader habituel, on va se poser des questions sur la tactique de la Visma Lease Bike. Parce que dans le cas où il joue les deux cartes, Vingegaard et Jorgensen, la Visma, elle peut soit en sortir gagnant, avec les deux gros favoris de l'épreuve qui se partagent les victoires, et dans les meilleures conditions, dans les meilleurs scénarios qui n'hésitent pas à se sacrifier pour l'autre en cas de difficulté, soit se perdre complètement, puisque si Jorgensen souhaite à tout prix conserver son titre, ça peut fragmenter la cohésion de l'équipe et notamment sa relation avec son leader pendant l'épreuve, au risque de perdre face à un concurrent dans une autre équipe. En effet, malgré l'absence de Roglic, d'Evenepoel et Pogačar, de nombreux leaders peuvent concurrencer le Danois. Évidemment, on retrouve UAE avec une grosse équipe d'outsiders. D'abord, Brandon McNulty, sur le podium de la dernière édition, aura sa carte à jouer, et bien accompagné par Almeida, le jeune Jan Christen ou Pavel Sivakov. L'Américain avait fini assez loin de son compatriote Jorgensen, mais avait notamment participé à la victoire de son équipe sur le contre-la-montre par équipe. Il y aura à nouveau un chrono de ce type cette année, ce qui peut permettre à McNulty et à UAE de se mettre en avant et de prendre peut-être de l'avance avant les étapes de montagne. On notera également la présence de Félix Gall, de Mathias Kelmose, vainqueur de la 6ème étape en 2024,
devant McNulty et Jorgensen. Il ne faut pas oublier Ben O'Connor, détenteur d'une excellente saison l'année dernière, accompagné par Luc Plapp, qui a été très régulier l'an dernier sur l'épreuve. On peut aussi citer Ilan Van Wilder, qui a encore un cap à passer avec la Soudal Quick-Step. Et enfin, j'aimerais parler de la seule équipe qui peut, avec le temps, atteindre le niveau de régularité de UAE et de Visma, la Red Bull Bora. Ils ont cette saison choisi de courir pour Daniel Felipe Martinez, deuxième du dernier Giro, mais aussi Alexander Vlasov, vainqueur de la 7e étape de l'édition 2024 et 5e du classement général final. On peut alors espérer de belles batailles. En plus, le chrono par équipe qui arrive dès la 3e étape va permettre de faire les premiers écarts entre ces leaders, qui auront peut-être déjà l'idée qu'il n'y a rien à perdre. L'étape 5 va aussi certainement favoriser les coureurs capables de réaliser de gros efforts sur de plus courtes périodes et de chambouler un peu les stratégies des armadas au départ de la course. Ce sera, je l'espère, peut-être le cas de nos coureurs français. Nous voilà arrivés au 4e et dernier point de cette vidéo, les coureurs français. Déjà, on peut espérer découvrir un nouveau Clément Champoussin. Il a maintenant 26 ans et quitte la jeunesse de sa carrière et on a l'impression qu'il n'a toujours pas atteint son plein potentiel. Peut-être que son arrivée chez Astana va lui permettre de passer un nouveau cap et de se battre enfin régulièrement avec les plus grands favoris. En tout cas, il fait un début de saison très correct, mais quand on regarde son palmarès, sa dernière grosse victoire date du Tour d'Espagne 2021. Quand on parle de grimpeurs français qui ont changé d'équipe cet hiver, on est obligé de parler de Lenny Martinez. Je n'ai pas parlé de la Bahreïn Victorious dans les favoris pour en discuter maintenant. Martinez, il veut se découvrir cette année, et accompagné par Buitrago et Jack Haig, Bahreïn aura plusieurs cartes à jouer pour un bon classement général. Mais surtout, j'attends personnellement un bon résultat de Lenny avec, pourquoi pas, une victoire d'étape, et là, je pense aux arrivées au sommet. Avec les leaders, ça risque d'être compliqué, mais pour les Français, on peut essayer de profiter du fait d'être seulement considéré comme outsider pour se glisser dans des bonnes échappées, à l'image de ce qu'a l'habitude de faire Guillaume Martin. Guillaume Martin Guillonnet, maintenant chez FDJ, aura sa carte à jouer. Généralement, on ne le voit pas beaucoup remporter d'étapes avec cette saison, des débuts très moyens, et ça peut être pour lui un très bon entraînement avant le Tour de France. Pendant ce temps, Gaudu sera sur Tirreno Adriatico pour préparer son Giro, et alors on pourra voir si le mercato de la Groupama permettra vraiment à Gaudu et à Martin de courir avec moins de pression, l'esprit libéré, et chacun leurs objectifs personnels. Bien sûr, je vais y venir. Comment parler des coureurs français et oublier Julien Alaphilippe? Si on met un peu de côté l'aspect sensationnel et l'attente autour d'Alaf, les fans et sa préparation au Tour alors qu'il entre dans ses dernières années de carrière avec Tudor, il ne faut pas oublier que les spectateurs ont aussi découvert le jeune Alaphilippe sur Paris-Nice en 2017. Il nous avait fait une édition incroyable en se battant sur les étapes de montagne et en remportant un contre-la-montre très punchy. On pense bien sûr à lui pour la 5e étape et le dernier mur de la côte de Saint-André qui peut bien lui convenir. Enfin, on va bien évidemment s'attarder sur le cas Romain Bardet, accompagné par Warren Barguil. C'est le dernier Paris-Nice de Bardet, qui fait sa dernière tournée des grandes courses françaises avant de faire ses au revoir sur le prochain critérium du Dauphiné. Bon, il faut bien dire que Paris-Nice ne lui a jamais réellement souri. Il abordait la course d'une semaine en préparation, quand il était focus sur le Tour de France, et ces dernières années, il s'en est un peu détaché, ou lorsqu'il y a été, la concurrence était simplement trop forte. Mais à l'image de son dernier tour, on peut s'attendre à tout d'un Bardet en fin de carrière. Il va courir sans pression et tenter d'avoir encore des émotions sur les routes françaises. Je ne le vois pas s'accrocher au général à tout prix face à des leaders comme Jonas Vingegaard, mais si un coureur peut être assez fort pour résister au train des armadas, je pense que ça peut être bien lui. Pour les Français, je pourrais encore citer Axel Zinglet, Aurélien Paré-Peintre, Anthony Turgis et Hugo Page. Je n'ai pas non plus trop parlé de sprint et la présence évidente d'Arnaud Démare, mais si on regarde la start list des sprinters de ce Paris-Nice, je vois mal le leader de l'équipe Arkea réaliser un gros résultat. Bref, entre un parcours prometteur et propice aux attaques, un ultime favori en présence de Vingegaard dans une situation embarrassante avec Jorgensen, des outsiders prêts à en profiter et des Français en chasseurs d'étapes, on aura, je l'espère, un Paris-Nice très intéressant.